Bon, petit lapin crétin, l'heure est grave. Tu aperçois le grand Cthulhu, créature indescriptible, fractale de tentacules amorphes, abomination non euclidienne. Voilà, une injure à toutes les lois de la nature. Eh ben oui. Fais un jet de santé mentale. Ok, tu perds 20 points de santé mentale. Mais oui. Alors maintenant, tu vas faire un jet d'idées. Et si tu le réussis, tu vas comprendre toute l'horreur de la situation, que tes sens ne t'ont pas trompé, et ce que tu as vu est bien absolument cauchemardesque. Et là, tu auras droit à une folie. Oui. Allez, fais ton jet d'idées. Attention, si tu le réussis, tu as une folie. Oui. Échec critique. Il est trop bête pour devenir fou. Il comprend pas que c'est horrible. Eh ben oui. Bon, on va trouver un autre jeu. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Eh bien aujourd'hui on fait la suite de la série sur les critiques de jeux et de scènes. Tu te rappelles que j'ai fait une vidéo sur Donjons et Dragons il y a 15 jours. Et donc il fallait en faire une sur son éternel challenger. J'ai nommé l'Appel de Cthulhu, qui se voulait donc un anti-Donjons et Dragons à son époque. Quand sa sortie en 1981. Bon, alors, tout comme Donjons et Dragons, je vais t'expliquer un peu d'où je parle, quelles sont mes références. Tu verras qu'elles sont bien, mais pas ouf, quoi. Et donc, par conséquent, si je dis des bêtises, ce qui ne manquera pas d'arriver, j'ai dit pas mal de bêtises sur Donjons et Dragons, je m'en excuse. Et vous avez très bien réagi, puisqu'en fait, vous m'avez débunké dans les commentaires. Et donc ça permet de rajouter un petit peu plus de vérité à ce contenu. Donc pareil, si je dis des bêtises sur l'appel de Cthulhu, vraiment, je vous remercie à l'avance de me le mettre en commentaire. Voilà, histoire qu'on garde trace un petit peu. Et qu'on débunk tout... Bon. Alors, d'où je parle, c'est quoi mon rapport à l'appel de Cthulhu? En fait, dans ma jeunesse, j'ai été fasciné par un gros recueil de nouvelles Lovecraftiennes qui s'appelle Dagon. Et je rêvais de créer en fait un jeu de rôle pour vivre de l'horreur Lovecraftienne. C'était vraiment mon but. Et puis un jour, je crois que c'était en 2000, j'ai découvert le jeu de rôle l'Appel de Cthulhu, en l'occurrence édition 5.5. Alors un petit instant, je vais te la sortir. Oui, j'aurais dû préparer ça avant. Hein. On est d'accord. Voilà, édition 5.5, donc c'est celle que j'ai la plus poncée. Après, j'ai aussi... Delta Green, première édition de Delta Green, donc qui se passait encore dans les années 90. Et puis, je vais pas tout te montrer, hein, mais j'ai pris aussi la 16e édition quand elle était sortie. Voilà, et puis bon, des suppléments. Je vais pas te faire toute la liste des suppléments que j'ai. Hein. Et donc l'appel de Cthulhu, grosso modo, j'ai joué en intensif pendant 10 ans, de 2000 à 2010. C'était vraiment mon jeu fétiche, j'y jouais de toutes les façons. À la fin, j'y jouais surtout dans l'univers de Milvaux. On va en reparler, puisque du coup, j'ai fait une adaptation de l'appel de Cthulhu dans l'univers de Milvaux qui s'appelle La Souche Putride. Une adaptation, c'est vraiment un rétro-clone, hein, donc ça a plus grand-chose à voir avec l'appel de Cthulhu, mais c'est du Basic System, enfin c'est un proxy de Basic System en gros, quoi. Et donc, en même temps que je jouais donc à l'appel de Cthulhu de façon intensive, j'ai également lu tout le corpus Lovecraftien et une partie de ses continuateurs. Pas tout, puisque bon, aujourd'hui, je pense que des romans et des nouvelles Lovecraftiennes, il doit y en avoir, mais des milliards, quoi, donc j'ai pas tout lu. Hein. Bon alors, on va commencer tout de suite par l'éléphant dans le couloir, quoi. C'est le problème du racisme de Lovecraft. Alors à ce sujet, on peut notamment lire le fameux livre de Houellebecq, Lovecraft contre la mort, contre la vie, où il explique pas mal ça, en fait, le racisme de Lovecraft. Alors, ce qui est drôle, c'est que Houellebecq, il a pas mal basculé quand même vers l'extrême droite hein, depuis, quoi. Hein.
Donc voilà, fut un temps il a dénoncé le racisme de Lovecraft, mais après bon, il a un peu brillé. Euh, Par ailleurs, ce qui est amusant sur Lovecraft, je vais revenir. Donc oui, Lovecraft était raciste, c'est absolument indéniable, hein, même si c'est amendé sur le tas, et ses fictions étaient racistes. Hein. Donc que ce soit les grands anciens qui sont en quelque sorte une métaphore du récit d'invasion, quoi. Donc on parle d'extraterrestres et tout, mais bon, grosso modo, c'est les Noirs et les Arabes, quoi. Hein. Voilà. Hein. Après, si on va aller être beaucoup plus premier degré dans le racisme, on va aller, par exemple, sur sa nouvelle non fantastique, La Rue, bah, qui parle carrément du déclin de la civilisation occidentale, du grand remplacement. Enfin voilà, il dit les termes entre guillemets, quoi. Je parle même pas de son abject poème On the Creation of N-word inséré, hein. Voilà, donc qui sont des chefs-d'œuvre d'amour de son prochain et de la différence, voilà. Alors, je dois reconnaître que c'est longtemps passé sous mon radar, quoi. Enfin, entre guillemets, je voyais bien qu'il y avait des trucs racistes, mais je voyais pas trop où était le problème, quoi. Euh, Alors que pourtant, personnellement, je me suis toujours senti anti-raciste. Bon, voilà, une déclaration d'intention qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je crois en fait qu'on s'est beaucoup, on est nombreux, ça s'est en fait beaucoup laissé embrouiller par sa belle plume. Et voilà, et en fait, à lui passer ce racisme du fait de la qualité immersive de ses fictions, quoi. Et la petite histoire, en fait, par exemple, c'est que faudrait que je retrouve. Mais grosso modo, il y a une récompense fantastique qui a longtemps été distribuée sous forme d'un trophée avec une tête qui était une tête de Lovecraft en fait. Et puis bon, quand ça a commencé à être un peu trop difficile d'assumer l'héritage Lovecraftien, cette cette cérémonie en fait a décidé de remplacer son trophée en fait. C'est une façon de cancel Lovecraft entre guillemets, et donc il y a un des récipiendaires de ce trophée qui a rendu son trophée en fait en protestation en fait avec le changement de la statuette. Et ce récipiendaire, il s'agit de S.T. Joshi. Et S.T. Joshi, eh bien c'est une personne qui a énormément écrit sur Lovecraft. Il y a une espèce de mémoire de 1000 pages sur Lovecraft et tout. C'est un des plus grands spécialistes mondiaux de Lovecraft. Et bon, bah, ce qui est rigolo de préciser, c'est que S.T. Joshi est d'origine indienne. En fait, voilà, c'est une personne racisée, entre guillemets. Très certainement que Lovecraft aurait détesté S.T. Joshi pour ce qu'il était, quoi. Pour autant, bah voilà, S.T. Joshi fait parmi des plus grands fans. En fait, il y a énormément de fans de Lovecraft au Japon. Oui, donc j'ai dit qu'on jouait... Alors, par exemple, dans les commentaires sur Donjons et Dragons, on m'a rappelé que par exemple, au Japon, on jouait beaucoup plus à l'appel de Cthulhu qu'à Donjons et Dragons. Voilà, donc c'est pareil, il y a plein de Japonais qui adorent l'horreur Lovecraftienne et tout. Euh, alors, je pense qu'ils sont pas dupes, S.T. Joshi n'est certainement pas dupe du racisme de Lovecraft. Mais en fait, il apprécie quand même cet auteur pour sa plume et pour son intériorité. Mais c'est un peu comme quand tu lis... Voyage au bout de la nuit de Céline. Oh là là, putain, je vais me faire cancel. Et ben en fait, c'est la misanthropie de Céline transpire dans ce bouquin quoi. Tu sens que c'est une personne avec qui t'as pas envie de boire un verre quoi. Et et bon, même si y a pas les dingueries qu'il y a dans Bagatelle pour un massacre et tout, hein, à côté de ça, Voyage au bout de la nuit, c'est presque soft quoi. Mais en fait, c'est quelque chose que tu vas lire justement pour explorer la noirceur d'une personnalité, quoi. Et ça veut pas dire l'approuver, en fait. Ça veut dire avoir une expérience immersive dans cette noirceur, s'y confronter et tout, et y trouver quelque part même une beauté artistique, un choc qui fait que on va apprécier ces auteurs, même si en fait on n'apprécie pas du tout les personnes qu'elles étaient, ni les idées qu'elles véhiculaient, quoi. Voilà, je suis en train de séparer l'homme de l'artiste, je sais pas où je vais avec ce commentaire, alors du coup je vais, je vais passer tout de suite à la suite. Bon, grosso modo, ma question c'est, est-ce que l'appel de Cthulhu a su déconstruire ça, le racisme de Lovecraft? Ben,
c'est un peu un mystère. C'est en fait le corpus de l'appel de Cthulhu est beaucoup trop grand pour que je puisse te dire comme ça globalement c'est raciste ou c'est pas raciste. Bon, il y a au moins un minimum, il y a clairement des aveux, notamment de Sandy Peterson. Il y a une vidéo assez rigolote que je te mettrai si j'y pense, de Sandy Peterson qui s'appelle Was Lovecraft Racist, où il répond à la question. Voilà, je t'en dis pas plus, c'est assez drôle cette vidéo. Bon. Alors on notera au moins parmi les efforts antiracistes quand même assez notables dans l'appel de Cthulhu, le scénario Le Jazz du Maccabée, qui est un vieux scénario qui est présent dans beaucoup d'éditions et qui met en fait des protagonistes afro-descendants en avant et qui va pas dissimuler le racisme de l'époque des années 20 quoi, même dans l'Amérique du Nord quoi. On pourrait encore citer la campagne des 5 supplices, en fait, qui va décentrer l'intrigue de l'Occident, puisque la campagne se passe en Asie. Voilà. Il y a sans doute plein d'autres exemples, mais en fait, du coup, je suis pas assez connaisseur de l'ensemble des scénarios des campagnes de l'appel de Cthulhu pour t'en donner. Alors dans des jeux Lovecraftiens qui essayent de faire aussi un effort d'antiracisme, on va avoir par exemple Cthulhu Confidential, alors Cthulhu Confidential c'est un jeu cthulhien un MJ, un PJ et qui propose tu peux incarner 3 antagonistes différents selon les scénarios et il y a un des scénarios où tu vas incarner un protagoniste afro-descendant avec notamment justement les problématiques identitaires quoi, liées à sa condition. C'est aussi un vétéran de la guerre, enfin, bref. Alors, on pourrait envisager de jouer à l'appel de Cthulhu sur le modèle de la série Lovecraft Country, donc qui est une série télé de HBO qui se passe également dans les années 20, mais qui met en œuvre des protagonistes afro-descendants qui vont lutter contre des racistes et contre des monstres qui eux-mêmes sont une métaphore du racisme. Alors, à ce sujet, j'ai lu un article intéressant de The Atlantic qui va quand même critiquer cette série en disant qu'elle se concentre trop sur l'horreur raciale, mais que du coup, elle échoue à développer l'intériorité de ses protagonistes afrodescendants. Ça veut dire que ces protagonistes sont réduits à de simples personnages fonctions. Leur fonction, c'est combattre des monstres, combattre des racistes. Et du coup, voilà, l'article regrette que l'intériorité de ces personnages ne soit pas développée, ce qui serait en soi une démarche antiraciste, justement parce qu'en fait quelque part juste présenter des protagonistes afrodescendants comme des fonctions de lutter contre le racisme ou d'en être victime dans certains cas, en fait quelque part ça simplifie beaucoup trop les personnages, ça les déshumanise et je pense qu'une excellente démarche antiraciste est d'apporter de l'humanité à ces personnages tout simplement en montrant leur intériorité, leur vie quotidienne, ce qui est, je pense, une façon assez pédagogique de montrer que ils sont comme nous, quoi. C'est horrible ce que je dis, je suis désolé. Je sais pas comment le formuler autrement, mais voilà, c'est, personnellement, moi, je trouve que écouter du Miles Davis, et tu vois, et entendre de la poésie d'une personne afrodescendante et tout, ça fait autant contre l'antiracisme que d'écouter que de lire un discours de Martin Luther King quoi. D'une certaine façon, c'est important de s'intéresser justement aussi à la vie quotidienne des personnes afrodescendantes notamment sans passer par la case on parle de racisme en même temps quoi. Bon après en fait cet article moi je trouve qu'il donne une bonne leçon, c'est-à-dire que qui est valable pour tout scénario ou toute campagne de l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire que ça pourrait être intéressant de travailler davantage sur l'intériorité des personnages, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'appel de Cthulhu, dans le sens où, comme dans beaucoup de jeux de rôle, hein, les personnages ne sont pas créés pour le scénario, bien que, bon, des fois, il y a des prétirés, hein, mais la plupart du temps, non, les personnages sont pas créés pour le scénario, et le but du scénario n'est pas de développer leur intériorité, mais de leur faire explorer un environnement horrifique. Et donc, alors on pourrait se dire, oui, mais c'est pas... À quoi bon développer l'intériorité d'un personnage
puisque c'est un jeu d'horreur qui va certainement connaître une mort violente ou devenir fou. C'est du temps perdu, voire même une frustration, voilà, qui nous attend au bout du fil. Après, on peut penser l'inverse et se dire que justement, développer la personnalité des PJ, prendre du temps, faire des scènes du quotidien, faire des scènes intimes, s'intéresser à leurs émois, leurs émotions, leurs sentiments, eh bien, ça va potentialiser l'horreur, quoi. Quand ils vont être victimes d'événements horrifiques, on va d'autant plus, ressentir quelque chose, quoi. Parce que on les a humanisés, ces personnages. C'est pas juste des PJ en carton qui vont à l'abattoir. Et ça, c'est une leçon que j'ai notamment retirée d'un actuel play de Globtopus sur les backrooms, où il passe énormément de temps eh bien, sur la vie un petit peu, la vie privée des personnages, avant qu'ils no-clip dans les backrooms, où là, ça va être un environnement totalement horrifique, quoi. Et je me suis inspiré de ça, notamment dans mon scénario Backrooms. Et oui, je te propose un scénario sur les Backrooms. Et là, on passe pas mal de temps au début, eh bien, à étoffer la vie privée des personnages avant qu'ils basculent dans un environnement horrifique. Voilà, on va passer à la question suivante. La question, donc là, on a assez parlé de racisme. Ah si, je te renvoie quand même, évidemment, à ma vidéo sur le problème des peuples de fantasy. Les rôlistes seraient-ils racistes? Voilà, si tu as encore envie de parler de ce sujet, eh bien, tu vas voir cette vidéo. On va poser maintenant une autre question, c'est une question très très récurrente, en fait, quand on parle de l'appel de Cthulhu, c'est est-ce que l'appel de Cthulhu est fidèle à Lovecraft? Alors, réponse courte, oui et non. Je t'invite à voir deux conférences qui sont assez intéressantes sur le sujet. La première, c'est Joue-t-on vraiment l'horreur Lovecraftienne par Christophe Dang Nok-chan. Je suis désolé si je prononce mal ton nom. À nouveau, c'était super intéressante cette conférence. Ou également, il y a la conférence d'Akritarch qui s'appelle Évolution du game design des jeux de rôle d'horreur Lovecraftienne. Voilà, qui justement vont essayer. Alors, ces deux conférences qui, à leur manière un peu différente d'ailleurs, vont essayer de définir c'est quoi l'horreur Lovecraftienne et qui vont du coup faire une analyse comparée de différents jeux de rôle pour voir est-ce que ces jeux, et notamment l'appel de Cthulhu bien sûr qui est un peu le maître étalon, pour voir si ces jeux de rôle atteignent cet objectif de l'horreur Lovecraftienne selon leurs propres critères, quoi. Puisque bon, je spoil la suite de la vidéo, mais il n'y a pas une horreur Lovecraftienne, il y en a plusieurs, c'est ça qui rend compliqué de répondre. Bon, l'appel de Cthulhu, en fait, quand il sort en 1981, c'est un jeu qui va renforcer en fait la démarche gritty qui est entamée avec RuneQuest. Donc dans RuneQuest, ça reste un jeu héroïque, mais quand même les personnages sont assez létaux, leur nombre de points de vie n'augmente pas alors qu'ils prennent de l'expérience et tout, ce qui fait que même un héros aguerri peut mourir voilà, en un coup, il y a un système de localisation des dégâts et tout, on est quand même sur quelque chose de plus survivaliste que Donjons et Dragons, quoi. Eh bien, l'appel de Cthulhu va encore renforcer en fait cette démarche en présentant littéralement un bestiaire de monstres absolument intuable, quoi. Et ça va se présenter du coup comme l'anti-Donjons et Dragons. Puisque dans Donjons et Dragons, il y a cette blague un peu récurrente de Gary Gygax qui reçoit un courrier un courrier de rôlistes qui lui explique c'est super votre supplément Deities and Demigods et tout, mais voilà, maintenant on les a tous tués, donc on attend le Deities and Demigods 2, quoi. Et donc voilà, on n'est pas du tout dans cette démarche appel de Cthulhu où il y a les déités et les demi-dieux, tu vas pas les buter, c'est eux qui vont te buter, quoi. Alors pour la petite anecdote, je trouve ça mignon, faut savoir qu'au départ, Sandy Peterson, il était rentré en contact avec du coup Chaosium, je pense, l'éditeur de RuneQuest, pour leur proposer un supplément Contrée du rêve pour RuneQuest. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact et son enthousiasme au sujet de Lovecraft était assez communicatif et donc Chaosium voulait faire un jeu Lovecraftien et en fait ils lui ont donné les clés du camion parce que ils ont vu qu'il allait dans une direction qui leur plaisait. Donc voilà, il y a ce truc de bestiaire de monstres intuables qui semble assez cohérent avec l'esprit Lovecraftien. Cependant,
dans cette démarche, en fait, le jeu va classifier, illustrer, inventorier, dévoiler beaucoup les créatures du mythe de Cthulhu, et du coup ça va effacer le mystère, ça va également effacer l'incohérence générale du soi-disant mythe de Cthulhu. Parce que le mythe de Cthulhu, comme une sorte de cosmogonie cohérente, c'est plutôt une invention de l'exécuteur testamentaire de Lovecraft, Auguste Derleth, qui par ses nouvelles, ses réflexions, voilà, va organiser en fait de façon le panthéon cthulhien, quoi, alors qu'a priori Lovecraft n'est pas cherché à unifier son corpus, quoi. Même s'il y avait il y avait des démarches comme le club Lovecraft qui fait que grosso modo les auteurs et autrices avec qui ils correspondaient avaient le droit d'utiliser ces créatures et tout. Bon, il y avait quand même une proto-démarche de Panthéon quand même déjà à l'époque de Lovecraft. Mais voilà, bon, grosso modo, ce catalogue, en fait, qui est le bestiaire, je te montre la 5.5, elle est vraiment très représentative de ça, puisque, voilà, on a le bestiaire avec à chaque fois une illustration de la créature, des caractéristiques chiffrées et tout. Tout ça est un peu physique, un physicaliste, quoi. Et bien ça va remodeler irrémédiablement notre imaginaire Lovecraftien, ça va le baliser, le standardiser. Et donc c'est sans doute la critique majeure qu'on peut adresser à l'appel de Cthulhu. Alors, il convient cependant de faire un point sur l'horreur indicible, justement, puisque donc, grosso modo, on va considérer que l'horreur indicible, c'est le ciment du style Lovecraftien, l'ineffable, l'intangible, des événements, des monstres qui échappent en fait à la rationalité, qui échappent à nos sens, qui échappent à toute description et à toute compréhension. Alors Michael Moorcock disait ironiquement que Lovecraft en fait était très fort pour surdécrire des choses censées être indescriptibles. Alan Moore va tempérer en fait en disant que ces surdescriptions ne font que rajouter à la confusion et à l'incompréhension, puisqu'en fait même les descriptions les plus cliniques et scientifiques de Lovecraft ne feraient que souligner le caractère chimérique, instable, incohérent des créatures, quoi. Donc en fait il y a comme une tentative par la description d'épuiser le sens, quoi. Et en fait la description n'est qu'un long constat d'échec en réalité. On peut le voir comme ça. Après, le souci, c'est que le corpus Lovecraftien, il est composé de plusieurs époques, de plusieurs styles. On peut y voir de l'horreur indicible, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi de la monstration, quoi. Et donc voilà, l'horreur indicible, c'est pas toutes les nouvelles de Lovecraft. Voilà, c'est pas tout Lovecraft. Et donc, tu peux pas forcément utiliser l'horreur indicible comme compas pour juger l'appel de Cthulhu en tant qu'adaptation fidèle ou non de Lovecraft. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai une vidéo sur l'adaptation des romans en jeu de rôle, donc ça peut être un bon complément. Alors, à noter que la 6e édition de l'appel de Cthulhu essaye de refaire un retour à l'horreur indicible, puisque dans le bestiaire, en fait, on a toujours des illustrations pour les créatures du mythe, mais elles sont censées être un peu plus... Voilà, on a des choses quand même pas mal plus abstraites, quoi, qui laissent de la place à l'imagination et à la confusion. Alors, on va un petit peu parler des règles de l'appel de Cthulhu. De prime abord, elles sont simples, mais en fait, elles sont pas assez simples. C'est-à-dire que la création est assez longue pour un personnage qui va peut-être mourir au bout de 2 heures, quoi. Faire passer une demi-heure à 1 heure pour créer son personnage. Voilà, pour un jeu de rôle d'horreur, c'est un peu frustrant. Et puis en plus, on peut minimaxer son personnage, en fait. Il y a clairement des bug exploits à faire. Je te conseille personnellement d'investir massivement dans la santé mentale. Donc mets-toi un max de points en éducation et en intelligence. Enfin, de toute façon, il y a 3 caras qu'il faut maxer. C'est éducation, intelligence et pouvoir. Ouais. Les autres, tu t'en fiches.
Et puis, il faut que tu mettes à blinde dans trouver objet caché, dans esquive, dans combat, à minimum combat arme à feu, quoi. Voilà, tu te mets un 100%, tu te mets un 100% dans trouver objet caché, 100% dans arme à feu, 100% dans esquive, et puis voilà, un 100% en santé mentale, et tu te mets bien, quoi. Là, clairement, t'es unstoppable. Après, un petit 100%, si tu peux aussi te mettre un bon score en explosif, c'est pas mal. Alors, les caras qui servent à rien, genre bibliothèque, tout ça, machin, tu laisses faire ça aux autres grouillots de l'équipe. Hein. Toi, t'es là pour tanker. Bon, donc je vous ai parlé en début de vidéo que j'avais fait une sorte de hack de l'appel de Cthulhu. Alors c'est un hack non officiel, enfin c'est des bouts de basic system et tout, hein, voilà. C'est pas, c'est très, très très différent du matériel de l'appel de Cthulhu quand même, mais qui essaie de résoudre ces deux problèmes en fait, de la longueur de création et puis du minimaxage. Tu peux pas minimaxer dans la souche putride, c'est pas possible. Et la création est très rapide. Et ça, c'est dû à des boîtes de compétences. En fait, ce qui fait que t'achètes pas les compétences une par une. C'est juste, il y a 4 boîtes de compétences, t'as 4 scores de pourcentage à distribuer, un dans chaque boîte et tout. Et puis tu rajoutes une spécialité, et puis c'est tout quoi. Enfin, c'est vraiment en 5 minutes, ton perso il est fait quoi. Et bon, voilà, pour un perso qui va peut-être mourir au bout d'une heure, c'est mieux, quoi. Bon, après, on a parlé de la vie intérieure des personnages, tout ça, l'introspection et tout. Mais après, ça peut être du côté background. On peut, par contre, du coup, passer du temps à détailler son background si on veut ce côté from drama to horror, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ou from cozy to horror. Voilà. Il y a aussi ce côté un peu cul entre les deux chaises de l'appel de Cthulhu qui permet, les règles permettent à la fois l'horreur et le pulp, ce qui est tout à fait assumé à partir de la 6e édition où ils disent bah voilà, si tu veux jouer pulp, tu mets plus de points de compétence, t'as les points d'aplomb qui te permettent de pas trop perdre de santé mentale et tout, donc ça devient Indiana Jones contre Cthulhu quoi, en gros quoi. Euh, Voilà. Après, l'horreur et le pulp coexistaient déjà dans le corpus Lovecraftien. Il y a des nouvelles comme Horreur à Red Hook, qui sont assez pulp, ou bien sûr L'abomination de Dunwich, où grâce à la magie et au pouvoir de l'amitié, les protagonistes ont littéralement tué le fils de Yog-Sothoth quand même. Hein. Voilà, donc on est quand même sur du bon bourrinage. Quoi. Parlons un petit peu de la santé mentale, puisqu'on est toujours dans les volets règles. Bon, bah, la santé mentale à la Belle de Toulouse, bon, j'ai pas la 7e édition, ça s'est peut-être amélioré. C'est peut-être un petit peu amélioré dans la 6e, je suis pas sûr. Mais au moins jusqu'à la 5e édition, la santé mentale, c'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est limite psychophobe. C'est-à-dire que grosso modo, la santé mentale, c'est une jauge qui va connaître une certaine érosion. Voilà, pas de souci, pourquoi pas. Que tu peux éventuellement récupérer en subissant divers soins tels que des séjours en asile psychiatrique. Ce qui est assez rigolo, c'est on le joue jamais, mais t'es censé jouer un petit peu ces moments en asile psychiatrique et tout. Tu passes plusieurs semaines en HP et tout. Il t'arrive un petit peu des choses, une sorte de mini-jeu. J'ai jamais joué, c'est sûrement intéressant. Euh... T'imagines, entre deux parties de l'appel de Cthulhu, tu fais une campagne de patient 13 pour tes persos. L'horreur absolue. Bon. Non, le gros problème, évidemment, avec le système de santé mentale de l'appel de Cthulhu, c'est les folies aléatoires. C'est-à-dire que, une fois que t'es perdu trop de points de santé mentale, tu te prends une folie, elle est tirée au hasard, et t'as des choses hyper bizarres comme tu deviens schizophrène, ou tu pars à la vestiophobie, c'est-à-dire que tu enlèves tous tes habits, enfin bref, il y a des trucs où tu deviens cannibale, et en fait, ça n'a pas de lien avec la situation précédente, ça n'a aucune, voilà, enfin, ça n'a aucune valeur, voilà, psychologique, ça tient pas debout, quoi, tout simplement, quoi. Et ça, en plus de pas être réaliste, eh bien, ça rajoute quelque part un côté comique, en fait, qui est plutôt malvenu, quoi. Donc voilà, notamment on voit ce système de folie qui a été repris justement pour le côté humoristique dans la campagne de Cthulhu et Domino, hein, qui est
un supplément Cthulhu pour les jeux Donjons et Domino, quoi. Et il a repris texto le système de santé mentale, juste parce que c'est drôle, quoi. Alors, c'est quoi la meilleure réussite, parce que je veux pas dire que du mal des règles de l'appel de Cthulhu, voilà, qui est un jeu que j'aime d'amour. Moi, oui, je t'aime Cthulhu. Je trouve que la principale réussite, même si paradoxalement je l'ai assez peu utilisé, mais un petit peu quand même, c'est le système de magie en fait dans l'appel de Cthulhu, parce qu'en fait les sorts auxquels les personnages peuvent accéder sont très inspirés de la sorcellerie, avec des recettes très compliquées, avec des effets secondaires atroces quoi. Et je trouve que ça c'est bien dans le canon, ou en tout cas ça rajoute, si c'est pas dans le canon, ça rajoute quelque chose d'intéressant. Donc voilà, l'appel de Cthulhu aujourd'hui nous a offert le pire que le meilleur quoi. Ce que j'en garde, en fait, c'est une ambiance décliniste, nostalgique et glacée. Après, je trouve que l'ultra-modernité des dernières éditions va effacer justement un peu cette ambiance, quoi. On a finalement, quelque part, on a du matériel de jeu qui est trop beau, voilà, trop recherché, pour avoir encore cette ambiance rétro que j'aimais bien, moi, dans... Ah, tu vois, même celle que j'ai acheté et que j'ai beaucoup joué, l'appel de Cthulhu, déjà, c'est un peu trop moderne au niveau des illustrations et tout. Et j'aurais vraiment beaucoup préféré avoir l'édition précédente avec la magnifique couverture de Casa, quoi, qui donnait vraiment un côté plus rétro, quoi. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule de vieux con. Mais ce que je veux dire, en fait, ce que j'appelle un peu de mes vœux, c'est que se multiplient en fait les rétro-clones inspirés des vieilles éditions de l'Appel de Cthulhu. Alors, il y en a quand même au moins un que je vais donc te recommander. Il s'agit de Le Jeu sans nom de Philippe Trommer, voilà, qui va reprendre en fait les règles de l'Appel de Cthulhu version 1981. Alors, pour finir, on est obligé de parler des alternatives à l'Appel de Cthulhu et quelles sont les meilleures, quoi. Parce que grosso modo, Lovecraft est dans le domaine public depuis presque 20 ans. Donc du coup, les alternatives, elles ont pullulé. Je vais pas toutes les citer, Cthulhu à la plage, Cthulhu à la montagne, enfin voilà quoi. J'ai beaucoup aimé Cthulhu Dark, parce que c'était simple. Voilà, tu sais que au bout d'un moment, je pense que t'as compris que j'aimais les jeux simples. Et par exemple, notamment, il y a une règle qui est rigolote, c'est les combats contre les créatures du mythe se soldent forcément par la mort, quoi. Pas besoin de lancer les dés, voilà, c'est... Si tu décides d'affronter un profond, ben tu vas canner, c'est tout, quoi. Mais voilà, les meilleurs jeux d'horreur cosmique à mes yeux, en fait, quand même ceux qui s'affranchissent totalement du corpus Lovecraftien, ce qui n'est pas le cas de Cthulhu Dark, hein, pour le coup. Parce qu'en fait, faire de l'horreur cosmique ou de l'horreur indicible, ou du récit d'invasion, entre guillemets, sans utiliser le mythe de Cthulhu, eh ben, ça va permettre un effet de surprise, et du coup, il y a plus de convergence avec le personnage. Parce qu'en fait, dans l'appel de Cthulhu, ou dans les proxys, hein, eh ben, tu joues un personnage qui est censé ne rien connaître du mythe de Cthulhu, mais bon, bah non, en tant que... Enfin, on est beaucoup de PJ de l'appel de Cthulhu à bien connaître l'appel de Cthulhu, quoi. À bien connaître le mythe, quoi. Et du coup, il y a un décalage complet entre notre personnage qui est un peu naïf au départ et qui va découvrir avec horreur l'existence des grands anciens, patati patata, et nous, qui sommes depuis longtemps extrêmement spoilés, en fait. Et du coup, c'est difficile d'avoir peur, en fait, quand tu rencontres un profond ou même un grand ancien et tout, parce qu'il y a plus de il y a pas la nouveauté quoi. Euh, voilà. Donc parmi mes jeux en fait ça devient plutôt une sorte de quiz pour experts et experts du mythe. Ah oui, bah là j'ai reconnu, c'est un sangle rejeton. Ah bah là c'est une chose rare et tout. Enfin voilà, c'est plus le même, enfin, c'est pas le même plaisir quoi. Donc parmi mes jeux d'horreur indicibles qui ne mentionnent jamais le mythe de Cthulhu, mes préférés c'est Innommable et Horrifique. Voilà, c'est deux jeux que je te conseille vivement. Et attends, Horrifique, je l'ai. Tac. Tac, voilà.
Une grosse boîte. Bon, c'est un petit peu cher, 80 balles, je crois. Mais franchement, ça vaut le coup. Avec ça, enfin voilà, t'as vraiment un tout en un pour faire de l'horreur indicible, faire des one shot. Hein, c'est plutôt orienté one shot. Enfin, je crois qu'il y a un système de campagne quand même. Mais bon, je vois plutôt pour faire des one shot. Voilà. Et ben évidemment, pour faire de l'horreur indicible, je vais être obligé de te conseiller un de mes jeux qui s'appelle Le Témoignage. C'est un jeu très simple, qui est vraiment conçu pour ça, pour notamment l'horreur indicible. Et tu pourrais l'apprécier, du moment que tu acceptes une part de Play to Lose et de Fate Play, voilà. Si tu acceptes ça, c'est aussi de jouer sans MJ. Enfin bon, après on peut jouer au témoignage avec MJ, donc ça c'est pas tellement un problème. Voilà, je te le conseille, c'est un jeu qui va vraiment se concentrer sur les émotions des personnages, sur leur ressenti, sur leur incapacité à cerner ou à combattre une menace. Donc voilà. Et je vais laisser la parole à mon partenaire pour conclure. Mettez un like et un commentaire, abonnez-vous, ou j'aspire votre âme. Fungului. Ciao!